Entre 50 000 et 60 000 enfants naissent prématurément chaque année en France. Alors aujourd'hui, on a choisi au maternel de donner la parole à ceux qu'on entend quand même assez rarement. Ce sont les papas de ces bébés prématurés, des papas héros qui doivent tout assurer, rassurer leurs femmes, trouver leur place auprès de leur enfant dans un univers quand même hyper médicalisé, mais aussi jongler avec le travail et la vie quotidienne. Enfin, vous voyez le tableau. En tout cas, ça a inspiré des vrais ou faux. À Nathalie, plein de questions. Et bien sûr, on va y répondre avec force tout à l'heure. Alors, le premier, vrai ou faux? Ouais. Alors, les pères de préma ont plus de difficultés à s'investir dans leur rôle de père. Vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. Ah ouais, moi, Je pense que ça doit, Thierry, ça doit il faut changer aussi. en fait. Thierry dit faux. Oui, c'est faux. C'est vraiment une particularité des pères, effectivement, qui s'investissent très différemment. Alors donc, après, il y aura d'autres vrais ou faux. On va y répondre. Vrai ou faux? Le pot à pot exige d'être rasé. Vrai ou faux? Non. Les C'est bon, pères les de poils. préma doivent consulter un psychologue au service de néonat. Vrai ou faux? Les pères de préma sont les chouchous du personnel soignant. Vous le saurez en écoutant cette émission. On va en parler avec deux papas préma, Thomas, c'est joli, hein, Thomas et Vincent, et la psychologue Émilie Leroy. Merci beaucoup Thierry Michel et bonne chance à votre très beau film. Merci. Tous les amis. Bonjour Thomas, soyez le bienvenu sur le plateau des maternelles. Vous êtes accompagné de votre petite et adorable Apolline. Bon, je balance, elle m'a fait plein de sourires. Je crois qu'elle m'adore. Elle te regarde, regarde. Elle me regarde. Salut Apolline. Alors, suite à un long parcours d'assistance médicale à la procréation, Apolline est née grande prématurée, à 6 mois de grossesse. Et vos débuts de ce qu'on appelle de papa préma ont été quand même très différents du ressenti de votre femme. Merci beaucoup de venir, Thomas, partager votre histoire avec nous. Merci. Émilie Leroy, bonjour. Vous êtes psychologue en néonatologie à l'hôpital Robert Debré. Vous êtes aussi une jeune maman d'un enfant de 3 mois. Je sais qu'il est en coulisses. On l'embrasse très très fort. Merci de nous accompagner sur ce sujet ce matin. Bonjour Vincent, soyez le Bonjour. bienvenu sur notre plateau des maternelles. Vous êtes le papa de Clément qui est né avec plus de 2 mois d'avance. Il pesait 1,2 kg à sa naissance et vous avez eu du mal, vous, à trouver votre place dans le service de néonatologie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, Clément est né prématurément en raison d'une pré-éclampsie. Votre femme a été hospitalisée 3 semaines avant la naissance de votre fils. Déjà, comment vous avez vécu ce moment d'hospitalisation, cette séparation finalement? Ça a été bien sûr difficile parce que on n'est pas du tout dans la naissance qu'on rêverait, en fait, dans la venue d'un enfant, comme on l'espère, comme on la pense. Quand on se dit on va avoir un enfant, c'est pas du tout ça. En fait, on passe d'un monde de rêve et d'un coup tout s'écroule. Et l'hospitalisation, c'est Et l'hospitalisation de ma 3 femme. semaines avant la date de l'accouchement, avant le moment de l'accouchement, c'est bouleversant pour un papa. Qu'est-ce que vous avez ressenti? On est complètement perdu. On est complètement perdu. Je ne savais plus à quoi me rattacher. Alors j'ai peut-être tendance à me rattacher trop à ma femme, ce qui fait que quand elle était plus là, j'étais perdu. Mais c'est bon signe aussi. C'est bon signe aussi, oui, très bon signe. Et en fait, quand elle a été hospitalisée, j'ai passé 3 semaines. Alors j'ai vécu au crochet d'amis qui m'ont nourri. J'ai vécu sur mon canapé la nuit avec les chaussures aux pieds, le téléphone dans la main, à attendre qu'on m'appelle pour me dire c'est maintenant, votre fils va naître. Et c'est complètement déroutant. On a des idées noires dans ces moments-là parce que forcément on ne dort pas, on n'est pas bien. Et voilà, j'en suis arrivé au bout d'un moment à me demander si jamais mon fils venait à tuer ma femme. C'est très violent comme pensée. C'est parce que la prééclampsie faisait qu'il y avait un mal-être entre deux. Et c'était une des possibilités. C'était une possibilité que ça n'aille pas du tout pour ma femme. Et donc c'est vrai que ça peut être très compliqué après de se demander comment on peut aimer un enfant qui amenait des choses négatives. En fait. Vous étiez très entouré, Vincent, et à la fois vous vous sentiez seul et terriblement inquiet, c'est ça, pour vos proches. Oui. Et votre fils est né. Est-ce que vous avez pu assister à l'accouchement? Alors, j'ai pas pu accoucher à l'accouchement. Joli, vous n'avez pas pu accoucher. C'est ça, je n'ai pas pu accoucher, effectivement. Non, j'ai pas pu y assister parce que, alors, à l'époque, l'hôpital était vieux, c'était des vieux locaux. J'étais dans une salle qui devait faire à peu près 2 mètres carrés, avec une petite lucarne grande comme ça, avec un plexi. Je pouvais même pas parler à ma femme. Donc elle ne me comprenait pas, on essayait de se faire des mimes. Mais, vous voyez, vous regardez. Oui, c'est ça, on tapait au carreau. Elle a accouché par césarienne, donc il y avait le champ opératoire, donc on ne voyait rien pour moi de mon côté. Et on essayait de communiquer comme ça. Ça a été très compliqué de communiquer. Quand Clément est né, réellement, donc quand ils l'ont sorti du ventre de ma femme, ils l'ont emmené en salle de soins. Ils lui ont fait les premiers soins. Donc moi, tout ce que j'ai vu, c'est des gens à travers la porte, sans moi encore.
les premiers soins. Après, je les ai rejoints une fois que Clément, le premier diagnostic a été posé pour Clément au début, dans les premières minutes de sa vie. Donc là, j'ai pu aller le voir. Mais le tout début, tout ce que j'ai su, c'est qu'il a pleuré au bout de 2-3 minutes. Personne n'est venu m'informer que c'était mon fils que je venais de voir, parce que la porte était vitrée, mais opaque, vous savez, comme dans les salles d'attente des médecins. Et donc j'ai vu des gens passer en courant avec quelque chose dans les bras. Donc je me suis douté que c'était mon fils quand même. Mais pendant 2-3 minutes, j'ai rien entendu. Et au moment où il s'est mis à pleurer, il a fallu que je l'explique à ma femme, qui elle était toujours de l'autre côté, qui je supposais n'avait pas plus de nouvelles que moi de mon fils. Et donc je suis commencé à lui montrer, donc je pleurais bien sûr. Bien sûr. Je lui montrais que je pleurais comme ça, enfin pour lui expliquer que Clément pleurait et qu'il allait bien. C'était une façon que j'avais peut-être d'essayer de la rassurer. Et en fait, elle me regardait, elle me disait oui, je vois, tu pleures. Oui, mais je lui dis non, pas moi, le petit à côté, mais... Voilà, ça a été très compliqué et il y a eu plein d'incompréhensions. Ça a été un moment mal organisé, mal préparé, vous trouvez, Vincent? Ou c'était lié aussi Je pense que c'était lié à cette situation qui, malgré tout, même si elle a fait ma femme a fait 3 semaines d'hospitalisation avant, malgré tout ça, ça reste une situation d'urgence parce qu'on a attendu pour Clément, en gros, c'est soit ma femme qui n'allait plus, soit Clément qui n'allait plus. Et c'était le déclencheur de l'accouchement. Et de ce moment-là, il n'y avait pas non plus des heures à attendre. Vous avez accepté d'être un peu mis de côté, en quelque sorte. On n'a pas vraiment eu le choix. Tu n'as pas le choix. C'est contraint et forcé. On fait jamais ce choix-là. Si j'avais eu le choix, j'aurais tenu la main de ma femme et j'aurais fait les premiers soins de mon fils, bien sûr. Thomas, on va parler de la naissance d'Apolline, qui est née prématurément aussi. Alors là, après 1 mois d'hospitalisation, puis à un moment du jour au lendemain, voilà, c'était sa naissance. Est-ce que vous avez pu assister à la naissance de votre fille différemment de ce que raconte J'ai eu Vincent ? cette chance d'assister à la naissance de ma fille et je pense que j'aurais peut-être évité, quoi. Ça a été un traumatisme pour moi, en fait, d'être de l'autre côté du rideau et... C'est-à-dire du côté de la tête de votre femme. Voilà, et la seule chose à faire, en fait, c'était tenir sa main. Ça a été de lui donner tous les conseils que je pouvais avoir, toute l'aide psychologique et tout l'amour que j'avais, mais en même temps, j'étais en pleurs, quoi. Et elle a été top. Parce qu'elle vous a dit... Vous avez parlé prénom, en fait, c'est ça? En fait, elle me connaissant, elle a dit, je vais te focaliser. Voilà, je trouve le prénom de notre fille. Parce qu'on hésitait entre 2 prénoms. Donc, incroyable. Bon, mais parfait. En plein accouchement. Juste avant de rentrer, en fait. D'accord. Bon, je vais chercher le prénom. Et puis comme ça, au moins, le cerveau travaille. On n'est pas vraiment sur le direct. On ne vit pas les choses. Ouais, mais vous nous disiez, vous auriez préféré éviter ça. C'est-à-dire, quelle a été la première vision que vous avez eue d'Apolline? La première vision que j'ai eue d'Apolline, en fait, c'est après une fois que, donc, bien sûr, césarienne, on l'a amenée de côté, tout ça, c'est un vague. Je m'occupe de ma femme, elle ne savait pas si elle avait mal, si elle avait pas mal. Puis on me dit, monsieur, venez voir votre enfant. Je vais voir mon enfant. Là, c'est une merveilleuse surprise parce que depuis bientôt 1 mois, on me dit, c'est un tout petit bébé. Waouh, 760 grammes, c'est énorme. Vous voyez un grand bébé. Ben ouais, pour moi, il était énorme. Ouais. Vous voyez encore un plus petit bébé que ça. Et en plus, il y a très peu de fil autour de lui. Je veux dire, on l'aide à respirer, mais il n'y a pas de personne en train de le réanimer. Donc vous voulez dire que vous étiez rassuré? Voilà, j'étais déjà un peu rassuré. Ouais. Il était dans son joli sac plastique. J'ai trouvé ça très joli. Hein. C'est un sac plastique, un bébé dans un sac plastique avec son petit bonnet blanc. Bon, le sac plastique, je ne voyais pas encore l'utilité. Après, on m'a appris ce que c'était. Et voilà. Là, vous avez pris photo. Oui, après on me dit, est-ce que vous voulez prendre une photo de votre enfant? Donc déjà, si je peux sortir un appareil photo, c'est qu'il va bien. Et donc voilà, bonne surprise. Donc j'ai 3 malheureuses photos que j'ai faites rapidement avec mon téléphone portable. Voilà, c'est... Et vous les avez. Oui, voilà. Émilie Leroy, on voit dans les témoignages de Thomas et Vincent et bien d'autres témoignages qu'on a pu recevoir sur nos réseaux que ces accouchements prématurés, ces naissances prématurées, se font dans une urgence évidemment pour protéger la maman notamment. Quelle place dans cette urgence médicale, quelle place est réservée aux hommes, aux papas? Alors c'est compliqué parce qu'évidemment l'urgence médicale prend le dessus, donc parfois il n'y a pas le temps de leur trouver cette juste place, c'est-à-dire une place où on peut quand même leur donner des explications sur ce qui est en train de se passer. Ou un petit rôle. Il y a un petit rôle, mais c'est vrai que parfois les obstétriciens reprennent du coup a posteriori avec le couple ce qui s'est passé. Ça permet de mettre des mots sur justement les choses qui restent un petit peu interpellantes dans la façon dont ça s'est passé, ou des choses de l'imaginaire qui se glissent aussi autour, parce que vous en parlez tous les deux de ce rideau qui est là et derrière lequel on ne voit pas les choses. Mais ce que le papa, il est beaucoup plus justement, parce qu'il a du mal à se focaliser sur quelque chose, beaucoup plus que la maman, il perçoit les phénomènes d'ambiance, donc il perçoit tout ce qui est de l'ordre de l'inquiétude médicale, des 15 personnes qui arrivent derrière ce fameux rideau derrière lequel il ne voit pas ce qui se passe. Et il y a à la fois le cumul de l'inquiétude pour sa femme et pour le bébé. Donc c'est vraiment un moment qui peut être très traumatique pour les papas. Donc le reprendre, quand on ne peut pas le faire sur le moment, quand il ne peut pas y avoir quelqu'un qui donne les explications sur le moment, ça peut être important. Faire après.
Qu'est-ce qu'il y a, Pauline? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, voilà, tu voulais jouer un peu avec papa. Vincent, vous vous souvenez de la première rencontre avec votre fils et l'image que vous avez de votre bébé? Dans les services, oui. Ouais. Enfin, alors, cette première rencontre, comment elle s'est organisée? La première rencontre, alors comme ma femme avait été hospitalisée avant, on avait pu visiter le service. Alors c'est très sommaire, on n'a pas envie d'y aller de toute façon et on garde l'espoir que la grossesse aille à son terme. Donc on écoute, mais à moitié, on n'est pas très concentré. On voit surtout plein de machines. On voit beaucoup de machines, c'est c'est très normé, très ritualisé. Il faut laver les mains, il faut mettre une blouse, les surchaussures, la charlotte. Voilà. Et on rentre dans ce service, on le visite. Et en fait, on ne retrouve pas ça du tout quand on va voir son enfant, parce qu'on pense qu'à une chose, c'est son enfant. Ouais. Et comment vous là, avez réagi avec votre enfant? Avec mon enfant, ça a été... Je ne savais pas comment faire, en fait. Je suis arrivé dans le service, on m'a expliqué, alors qu'ici, donc, on me réexplique la blouse, on m'explique les machines. Vous voyez, donc Clément a une CPAP, donc ça l'aide à respirer. Vous voyez, Clément a un scope, donc quand ça sonne, vous inquiétez pas, on va venir. Mais moi, je ne voulais pas savoir comment fonctionnaient les machines, je voulais savoir comment fonctionnait mon enfant, en fait. C'est-à-dire qu'un enfant prématuré, je ne connaissais pas du tout. Et j'étais perdu, même si visiblement, il avait tout ce qu'il fallait où il fallait. Il avait 2 bras, 2 jambes, une tête, tout allait bien, mais... J'avais peur déjà de lui faire mal parce qu'il était petit, fragile. La vision que vous en aviez, c'était quoi? Vous le décririez comment? Il était tout petit. En fait, quand on l'expliquait à la famille, pour que les gens puissent réaliser, parce que les gens méconnaissent aussi la prématurité, tout autant que nous. Hein, et on expliquait, donc voilà, donc sur la photo, on voyait sa tête qui tenait dans ma main. Elle était grosse comme une balle de tennis, pas plus. Elle était... Voilà, c'était vraiment un tout petit bébé, j'osais pas lui parler. J'ai à peine osé poser ma main dessus déjà de peur de lui faire mal parce que je ne savais pas s'il était hypersensible ou quoi. Ça ne me l'avait pas dit encore. Et tout ça, on nous l'a expliqué quand ma femme est venue me voir mon enfant. Donc j'ai passé la première journée et demie, on va dire, avant que ma femme vienne voir notre fils, où là, j'ai passé une journée et demie à attendre auprès d'une couveuse, à pas oser le toucher, à pas oser parler, parce que j'avais peur que ça résonne dans cette grosse boîte dans laquelle il était. Donc je murmurais 2-3 mots et puis c'est tout. Ça a été très difficile de me positionner moi et on m'a pas aidé à l'époque. Voilà, on m'a pas guidé, voilà, on m'a pas dit si vous pouvez, au contraire, ça lui fait du bien si vous le prenez dans vos mains, si vous le regroupez, si vous le cajolez, si vous vous occupez de lui, il le ressent bien sûr. Ça, je me doutais qu'il ressentait et qu'il m'entendait, et voilà. Mais je voulais pas lui faire mal, je voulais pas le blesser, je voulais pas. C'était un tout petit enfant très. Émile Leroy, c'est très fort ce que raconte Vincent, c'est ce face-à-face avec son enfant. Le papa est seul avec son enfant, son bébé prématuré qui est si petit, qui tient dans la main comme ça. Qu'est-ce que ça change, cette rencontre, ce duo qui peut durer jusqu'à 1 jour et demi, comme nous le raconte Vincent? Qu'est-ce que ça change pour le papa prématuré? Le papa prématuré, il est effectivement amputé de la partie de la grossesse dans laquelle il peut commencer à participer. Alors c'est vrai que la grossesse pour la maman, ça se vit dans le corps. Pour le papa, c'est très intellectuel. Et là, c'est le moment où ça peut s'ancrer sur de la sensorialité, le ventre qui grossit, on voit le ventre qui grossit, on perçoit les mouvements du bébé. Et donc il manque tout cet ancrage-là. Il est d'un coup projeté dans, au contraire, le tout dans un moment traumatique et le tout, la confrontation à la vision de ce bébé. Et donc ça peut être très compliqué. C'est vrai que les papas ont souvent des références très crues, très concrètes sur il est comme un paquet de sucre, c'est comme un paquet de farine. Vous parlez de balle de tennis pour sa tête. C'est vrai rend les choses concrètes un peu aussi. Ça permet d'avoir quelque chose de concret, mais c'est aussi lié à la violence de cette projection d'un coup, parce qu'ils n'en sont pas du tout là dans leur projection d'un bébé, de leur paternité. Et donc du coup, d'un coup, ils basculent ça me témoigne de ce basculement un petit peu de l'autre côté qui est assez violent. Surtout qu'en plus, le père, la première fois qu'il va aller voir l'enfant, il a vu déjà le pédiatre juste avant qui lui explique tout ce qui peut arriver, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que la première fois qu'on voit notre enfant, c'est Par exemple, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, tous les problèmes qu'il peut y avoir après, les problèmes respiratoires. Au cerveau. Voilà, au cerveau et tout ça, tout ce qui est dû. Bien, tout de suite. Voilà. Ouais. Donc ce qui est normal aussi, c'est nous expliquer ce qui peut arriver. Donc c'est vrai qu'après le premier contact qu'on a avec notre enfant, on arrive là devant la couveuse, c'est est-ce que je peux ouvrir, est-ce que je peux regarder, on a peur de faire mal, quoi. Voilà, même si on nous l'a expliqué, la première fois mettre la main dedans et aller le toucher, je me suis lavé 20 fois les mains, quoi. Mais c'est ça. Est-ce que je vais pas amener un germe, pardon. Encore plus on inquiet. avait peur, on avait
Enfin, moi, j'avais peur de devenir en fait le déclencheur de ce dont on nous avait prévenu. En fait. Un problème. C'est ça. Émilie, en même temps, là, on parle beaucoup du rapport à l'enfant. Les mamans avec qui on a discuté à la rédaction, elles nous ont fait part de la grande culpabilité à ne pas avoir supporté, c'est l'expression qu'elles avaient, leur enfant jusqu'au bout. Comment les pères peuvent les aider à ce moment-là? Et est-ce que leur rôle, finalement, n'est pas autant là qu'auprès de l'enfant? Alors, effectivement, là, les mamans, elles ont beaucoup besoin de pouvoir à la fois, ils ont une demande très ambivalente parce qu'il faut à la fois qu'on puisse écouter leur culpabilité et en même temps les rassurer sur leur non-culpabilité. Donc le père doit porter à la fois l'un et l'autre. Et donc c'est vrai que parfois elle a juste envie que vous puissiez l'écouter et parfois elle a envie que vous puissiez la rassurer dessus. Et puis les papas ne sont pas exemples de culpabilité non plus et de ce vécu de culpabilité parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas pu porter symboliquement leur femme et leur bébé dans la sécurité, dans l'arrivée de cette grossesse à terme. Et donc il y a aussi ce vécu-là qui se rencontre. Est-ce que vous partagez l'idée que défend Daniel Koum dans Qu'est-ce qu'un père, qui est sorti chez RS, l'idée que ces pères-là ne sont pas ce qu'on entend en permanence avec Sidonie, si les pères sont des tiers séparateurs, ne sont justement pas des pères qui sont des tiers séparateurs, mais bien au contraire, qui doivent amener du lien. Vous partagez cette idée? Effectivement, c'est un petit peu là que se place leur rôle. Les pères d'enfants prématurés ont souvent un double idéal de père, qui est le père omniprésent, celui qui va être là tout le temps, à la fois auprès de sa femme, auprès de son bébé, auprès des frères et sœurs, qui va tout savoir, tout comprendre, et du père pilier pour tout le monde, qui va tout porter, qui va tout absorber aussi. C'est un peu absorber l'onde de choc aussi, sauf qu'effectivement, l'onde de choc, c'est beaucoup lui qui l'apprend. On a beaucoup de papas qui, par exemple, ne parlent pas de l'engagement du pronostic vital dont ils ont pu, eux, être informés et qui le taisent à leur compagne les premiers temps parce que ils étaient là dans un moment de sidération, ils ne savent pas s'ils ont bien compris. Il y a plein de jolies intentions derrière ça, mais effectivement, du coup, c'est effectivement eux qui prennent beaucoup ça. Ils sont souvent en mission. Leur compagne leur demande d'être auprès de leur bébé, donc ils sont souvent missionnés, mais c'est difficile pour eux d'avoir accès, du coup, à leur propre ressenti, à leur propre envie, parce que des fois j'ai vu des papas qui étaient auprès de leur bébé mais qui avaient une envie, c'était d'être auprès de leur femme parce que ils ne savaient pas bien comment ça se passait en bas, donc voilà. Vous Thomas, le service de néonat, vous avez vite rendu à Pauline, donc vous en êtes occupé tout de suite? Très, très tôt, ouais, on m'a expliqué les gestes basiques, changer une couche, lui laver les yeux, quel produit utiliser. Et très vite, ils nous ont rendu le bébé, ils nous ont déjà rien que dans la méthode de dire, au lieu de dire monsieur, madame, c'est papa, maman. On se présente à la porte, c'est bonjour, je suis le papa d'Apolline. Voilà, c'est rendre l'enfant très vite. Et puis très vite, ils nous ont expliqué, vous savez, nous, des enfants, on en a plein là, ça c'est le vôtre. Nous, on est là juste pour vous en occuper. Et puis après, ils s'effacent dès qu'on arrive. Donc on appuie sur le micro, ils savent qu'on arrive, et là ils s'effacent devant nous, ils nous expliquent tous les progrès qu'il y a eu et tout ce qu'ils ont fait, et très vite ils rentrent dans notre enfant en nous disant c'est le vôtre, voilà, occupez-vous-en. Mais là vous en parlez avec le recul Thomas, quand vous retrouvez avec votre tout petit bout de chou là, Pauline, ça se passe comment? Elle est toute petite, elle est toute délicate, vous faites comment? J'ai mis très longtemps pour m'en occuper, parce que voilà, c'est une fille, donc rien qu'aller changer la couche, passer le coton la première fois... Bon, il y a cette appréhension, tout à fait. Et puis après, c'est un oiseau tombé du nid, quoi. C'est ce qu'on s'était dit, quoi. Voilà, c'est un oiseau tombé du nid. Donc, est-ce que je vais pas la casser en deux en lui levant la jambe pour passer la couche, quoi? Oui. Alors justement Thomas, on va se rendre dans un endroit qui va vous dire quelque chose, vous allez voir. Participer aux soins, c'est vrai que c'est important pour se sentir en contact avec son bébé prématuré. Bilal et sa femme Djida en sont convaincus. Parents d'une petite Jasmine hospitalisée en réanimation néonatale, ils tiennent à être aussi présents l'un que l'autre auprès de leur fille. Jeanne Ray a pu passer une après-midi avec eux. Regardez ce reportage. Bilal est devenu papa pour la deuxième fois il y a un mois. Mais après le travail, ce n'est pas à la maison qu'il retrouve son bébé, mais ici, à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Là, je suis pressé de sonner. Bonjour. Oui, bonjour, c'est le papa de Jasmine. Veuillez devant la porte, monsieur. Merci. Jasmine est hospitalisée en réanimation néonatale depuis sa naissance, survenue à un peu plus de 5 mois de grossesse. Aujourd'hui, Bilal retrouve sa femme Djida dans la chambre de leur fille. Et cet après-midi, ils resteront ensemble auprès d'elle. Alors, comment elle va? Écoute, elle est un peu flagada aujourd'hui, mais bon, ça va un peu mieux. Regarde, il y a papa.
Bonjour, ma fille. Hier, t'as fait 1 mois. Et t'as atteint ton premier kilo, ma fille. Donc c'est très bien. Tu sais que t'es courageuse, ma fille. On n'imaginait pas comme ça l'arrivée de Jasmine, de la deuxième. Donc oui, c'est une épreuve, mais après, je pense que maintenant, il faut être patient. Elle n'est pas encore à la maison, mais là, on est avec elle, on partage un petit moment avec elle, et donc c'est très important. On va commencer les soins. Ouais. Malgré l'environnement ultra médicalisé, Bilal est un papa très investi et participe autant que possible aux soins de Jasmine en duo avec l'infirmière puéricultrice. On va passer sur le dos, Choupinette. Tout d'un bloc. Super. Merci, papa. Tu t'étires. Bah oui, tu as bien raison. Hein. Pour l'instant, elle est toute détendue, pourvu que ça dure. Je vais dégager un petit peu ton cou. Voilà. Papa est là, jeune demoiselle. Les mains de Bilal contiennent tout le corps de Jasmine et l'aident à supporter le plus sereinement possible les soins inconfortables comme l'aspiration du nez. Super. Ouais, c'est pas sympa. Voilà, papa est là. Moi, je fais les choses pas sympas et vous essayez de la rassurer. Je suis là, ta fille. Je suis là, ma fille, je suis là. C'est le moment où il faut être là. Elle ouvre les yeux, elle bouge, elle réagit, donc c'est le moment où elle vit. Une présence quotidienne auprès de Jasmine, réconfortante pour Jida. Oh, c'est un père protecteur. Oui, il s'inquiète énormément et très soucieux de son confort, de ce qui peut l'entourer, qui peut apporter un plus à son confort. Depuis quelques jours, Jasmine va un peu mieux et elle a le droit de faire du pot à pot avec ses parents. Cet après-midi, c'est au tour de Bilal de profiter pleinement de ce moment de tendresse. Je vais la mettre. Vous inquiétez pas. Je le tiens avec ma main gauche. Voilà. On la laisse bien au chaud dans le drap. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. De rien, bon câlin. La voir comme ça sur la peau, c'est un moment de bonheur. Je sens son cœur battre sur le mien, donc c'est parfait. On a juste envie de rester comme ça, fermer les yeux et rester le plus longtemps possible, que ça la fatigue pas trop. C'est un bonheur pour moi de la voir comme ça dans les bras de son papa. Il y a le côté protecteur et puis c'est son papa, c'est normal, oui. Elle a l'air d'être bien là. Thomas, ça vous fait quoi de revoir cet endroit que vous avez bien connu? Vous avez passé pas mal de temps. Oui, c'est une partie de moi que j'ai essayé de mettre au fond. Ouais. Non, ça va. Je pense, oui, ça pique un peu, mais ça va. Ouais. L'émotion encore. Ouais. Émilie Leroy, c'est important pour les papas comme Bilal, comme on l'a vu dans ce reportage, de vraiment d'assurer les premiers soins comme ça, les premiers moments. Qu'est-ce que ça peut leur apporter aux papas? Une place déjà un peu. Est-ce que c'est un apprentissage accéléré de la paternité presque? Ben, on le voit là, quand il y a une angoisse, notamment quand il y a une angoisse de mort, ce qui est souvent le cas dans la prématurité, la préoccupation paternelle primaire, elle est à son maximum, et on le voit très bien là avec ce papa, la capacité à répondre aux besoins de son bébé, à être contenant, à être autour de lui pour l'apaiser, hein, on le voit très bien. Donc effectivement, c'est important d'être là dans les premiers soins, mais il faut arriver à trouver la juste place. C'est-à-dire que l'équipe, elle doit être là pour aider ce papa, et elle doit réfléchir à comment, à quel moment, et comment ça s'organise vis-à-vis de sa compagne. Parce que ce qui est important aussi, c'est que ça ne s'organise pas sur de la rivalité et qu'on laisse bien la place de chacun. Entre le papa et la maman. Entre le papa et la maman. Parce que la maman, elle est déjà dans sa culpabilité d'avoir échoué, d'aller jusqu'au bout de cette grossesse. Et donc c'est important aussi qu'on arrive à trouver la juste place des deux. Comment on fait? Alors, c'est de comprendre ce couple. Parce que comment ils s'organisent, hein, un père et une mère ne vont pas prendre la même place. Il y a une fonction paternante, une fonction maternante, et ça s'organise différemment au sein de chaque couple. Et je crois que
c'est toujours d'être bien dans la proposition, de pas dire c'est nécessaire pour votre enfant, parce que par exemple un pot à pot qui est pas bien vécu pour un papa ou qui est un petit peu forcé, ça va pas du tout avoir le même effet bénéfique qu'un pot à pot qui est effectivement comme là vécu à fond et qui permet au papa de prendre sa place. Vincent, par exemple, alors on a bien compris que vous, le départ c'était un peu compliqué, vous n'avez pas eu le sentiment d'être guidé par l'équipe. Comment vous avez trouvé votre place justement de papa ? On parlait de pot à pot et je pense que c'est aussi là un des secrets du déclenchement de ma paternité parce que ça révèle énormément de choses. C'est-à-dire que toutes les craintes que j'avais avant, et on parlait tout à l'heure de père qui protège un peu, et c'est vrai que c'était un peu cette image que je voulais avoir pour ma famille, moi, dans ma grossesse idéale. Ouais. Tout à l'heure, j'accouchais, maintenant je fais une grossesse, tout va bien. C'est bien, vous avez avancé. Et j'avance, je ne vais pas tarder, oui. Et dans ce processus-là, je voulais protéger tout le monde et de ne pas pouvoir mettre les mains sur mon enfant, ça me traumatisait. Donc là, en fait, le pot à pot, il était sur moi, il était dans mes bras, quoi. C'est comme porter son enfant, porter dans ses bras. Hein. C'est vraiment une sensation qui a fait que je me suis senti père à ce moment-là, parce que je m'occupais de mon enfant, je pouvais faire quelque chose pour lui aussi. Ouais. Et vis-à-vis de votre compagne, cette répartition des rôles qui n'est peut-être pas si facile, elle s'est faite comment ? C'était une discussion ? Vous êtes sentis un peu entre deux ? Pour le pot à pot, ça a été une répartition. Il a fallu trancher à un moment parce qu'on était aussi fans l'un que l'autre du pot à pot. Ma femme a réussi à allaiter notre fils grâce au pot à pot parce que sa montée de lait ne se faisait pas et c'est le pot à pot qui l'a déclenché. Et donc là, on a été très simple. On a fait un roulement, un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Comme ça, pas de bagarre et tout va bien. Vous avez accouché, mais vous n'avez pas donné de lait, rassurez-moi. Non, je n'ai pas allaité. Non, je n'ai pas réussi. Vous avez été raisonnable. Et le premier pot à pot, c'est votre compagne qui l'a eu, le premier pot à pot ? Alors, j'ai voulu le laisser à ma compagne, en fait. C'est toujours dans pouvoir rendre quelque chose aussi à ma femme et toujours dans cet esprit de protection. Ouais. En fait, là où j'avais failli, à protéger ma femme, à protéger mon fils et à faire que cette grossesse aille à terme, c'est en cédant ma place à ma femme que j'ai essayé d'une part de lui rendre un peu de sa grossesse qu'elle avait perdue en lui laissant faire les premières fois, parce que ça a été le pot à pot, mais ça a été beaucoup d'autres premières fois aussi. Enfin, voilà, ça a été une façon de rendre un peu, de remettre les choses dans l'ordre pour moi. Voilà, c'est normalement quand un enfant... Quand une femme accouche, quand elle naît, on lui met l'enfant tout de suite sur le torse. Et c'est très imagé, mais c'était un peu faire ça, en fait. C'était un peu mettre l'enfant... poitrine pour les femmes. Vous avez encore pensé à vous. Vous avez dit le torse. Voilà. C'est le problème des personnes égocentriques. Mais donc lui laisser ce premier pot à pot, ça a été Alors, deux expériences très différentes entre vous, Vincent, et vous, Thomas. Parce que vous, Thomas, le pot à pot, c'était pas trop votre truc. Cette chaleur, il y avait la chaleur humaine, bien sûr, ça me plaisait d'avoir ma fille, mais j'étais gêné par cette chaleur qu'il y avait contre moi, là, contre mon torse. Puis comme je suis quelqu'un d'assez poilu, j'avais peur de l'étouffer, alors on m'avait mis un petit coton que je tenais tout le temps. Donc le pot à pot, non, c'est quand même une bonne sensation, quoi. C'est le premier vrai contact qu'on a avec notre enfant. Mais j'avais cette mini-gêne d'avoir cette chaleur-là. Alors Vincent dit que c'est au moment du pot à pot qu'il a eu l'impression d'être devenu papa. Vous, c'est à quel moment que vous avez eu l'impression de demander ? Je crois que c'est à peu près un mois. C'est pas son premier bain, mais un de ses premiers bains où c'est pas moi qui l'a tenu. Je crois que c'était sa mère. Et nos yeux se sont rencontrés et là, elle m'a aspiré, quoi. Elle m'a dit elle m'a dit c'est toi mon père, quoi. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, quoi. C'était la première fois que j'avais un tel contact avec mon enfant, avec ma fille. Et, c'est les yeux dans les yeux là. Et puis là, c'était parti. Oui, je vais pousser les montagnes pour toi, mon amour. C'est génial. Émilie Leroy, ça peut mettre du temps, ce lien à se faire entre le papa et le bébé prématuré, parce que justement, ça a été compliqué, bouleversant, on a cherché sa place. Ça peut demander du temps, ça peut être immédiat, hein, ça dépend un petit peu de comment ça se passe pour le papa. Mais effectivement, ça va se faire au travers de petites choses comme ça. Là, finalement, vous, c'est un petit retour à la normale, parce que le bain, il y a quelque chose où on enlève des capteurs, et donc c'est à ce moment-là où votre bébé vous regarde, c'est du quotidien. Vous, ça a été dans le pot à pot, dans le compléter quelque chose, qu'on voit bien que ça ne se fait pas du tout au même moment, même symboliquement, pour vous, dans la construction de vos paternités. Et pour les papas qui, par exemple, n'ont pas beaucoup de temps à passer au service de néonatologie, qui ont du travail, il y a des aînés à la maison, qui ne peuvent pas toujours être là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir quand même
assurer leur place et ne pas regretter ces premiers moments qui sont indispensables aussi et pour le bébé, pour la maman et pour le papa. Alors parfois, ce choc des deux mondes, il est insupportable pour le papa, il est très difficile et du coup, c'est important que le papa puisse aller voir l'assistante sociale pour voir aussi quelles sont les solutions. Hein, il y a toujours le congé de présence parentale, il y a aussi la possibilité de don de RTT, et puis il y a aussi la possibilité de se mettre en arrêt maladie parce que oui, parfois on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas être complètement présent au travail quand on a l'esprit ailleurs, mais parfois aussi, pour certains papas, c'est aussi bien d'avoir un ancrage dans un quotidien, dans une réalité qui continue. Et d'avoir un petit peu ces deux mondes, ça lui permet de garder pour tout le monde un pied dans la réalité et du coup de pouvoir poursuivre aussi quelque chose. En même temps, c'est pas toujours facile. Hein, parfois, on se met la pression. Ça a été votre cas. Vincent, comment vous avez vécu le retour au travail? Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout parce que, comme on parlait de la méconnaissance de la prématurité pour nous, c'est la même chose pour notre employeur aussi. Et à l'époque, moi, j'étais commercial, donc on connaît les exigences d'un patron dans le commerce, avec les chiffres, les résultats, tout ça. Et forcément, quand on n'a pas la tête à ça, on n'a pas des bons chiffres, on n'a pas des bons résultats. Et en fait, mon employeur n'a jamais voulu comprendre. Il était au courant, bien évidemment, que mon enfant était né prématuré, qu'il y avait un pronostic vital qui pouvait être engagé, et que je ressentais ce besoin, moi, de passer du temps avec lui. Donc, le congé parental pour les pères, c'est bien, mais c'est très court. C'est 14 jours maximum. Après, on parle de présence parentale, mais c'est sous certaines réserves, c'est à la sortie. Mais voilà, pendant l'hospitalisation de mon fils, ça a été très compliqué parce que lui ne comprenait pas ça. Et avec le recul, je lui en veux pas parce qu'effectivement, il connaissait pas. Et on peut pas le ressentir si on l'a pas vécu, on le ressent pas de la même façon. Et donc, ça a été très compliqué. Et en fait, voilà, j'ai démissionné. Je préférais passer du temps avec mon fils que du temps sur la route. J'étais commercial sur la route. S'il se passait quelque chose, que j'étais à 80 km de là, et qu'on me dit il faut venir tout de suite, vous avez 1 heure, j'ai plus de chances de me tuer en voiture sur la route que d'être là, quoi. Donc c'était ni possible pour moi, ni pour ma femme. Je voulais être là aux côtés de ma femme aussi. S'il y a un moment difficile, il fallait que je sois aussi là pour l'accompagner et lui tenir la main. C'est des moments de famille, c'est pas des moments de couple, c'est pas des moments de père ou de mère, c'est des moments de famille. C'est pas évident pour vous parce que vous n'avez pas pu tout mener de front. J'imagine que vous avez dû faire un choix. C'est ça, il a fallu faire un choix et le choix a été très vite vu pour moi. Après, chacun a ses priorités. Il y a des personnes qui préfèrent aussi mener une carrière plutôt que... Voilà, mais c'est pas mon état d'esprit. Émilie, vous dites, alors on sent qu'il y a une pression, ce qui ne doit pas être facile non plus, parce que d'un seul coup, on lâche son salaire aussi. Quand on travaille, ça représente quelque chose. Vous dites que ces papas sont un peu comme des héros qu'il faut soutenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement tendance à endosser une cape de super-héros. C'est pas tant qu'ils sont des héros, c'est qu'ils endossent un peu une cape de super-héros qui va résister à tout, qui va être fort pour tout, qui peut tout entendre, qui peut tout, qui va aussi faire la transition entre tous les mondes. Hein, le papa, on parle du père messager, c'est Catherine Gruon qui en parle, donc qui fait la transition toujours entre deux mondes, entre le bébé et la maman, entre la famille et le bébé. Il faut les soutenir parce qu'ils peuvent craquer. Il faut leur offrir un espace où ils vont pouvoir parler en fait de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire enlever ce costume, enlever cette cape qu'ils ont enfilée et pouvoir dire voilà où est-ce qu'ils ont envie d'être, où est-ce qu'ils en sont et ce qu'ils ressentent aussi. Donc c'est vrai que souvent les papas viennent me voir et me disent mais je crois que ma femme aura besoin de vous voir. Puis au fil, voilà, je leur propose de s'asseoir, on parle un peu et puis en fait on se rend compte que c'est... Oui, ça vous fait rire tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent le vécu. Ouais, c'est... Moi, je sais que déjà, j'étais suivi par un psychologue déjà avant de rentrer dans tout ce parcours et après, je continue à être suivi. Mais c'est vrai qu'après être suivi en couple et par des professionnels qui sont... tous les jours dans cet environnement, ça aide énormément. Et après, on peut passer par le message de dire « je crois que ma femme en a besoin ». C'est bien pratique. D'ailleurs, Thomas, au bout de 2 mois et demi, il a fallu penser à rentrer à la maison. Ça s'est passé comment, c'est arrivé à la maison? Avec ma femme, en fait, on n'a pas mangé pendant 48 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, on faisait le choix de dormir au lieu de manger. Oui. Et la première fois on était parents à mi-temps. Parce que voilà, la nuit, on restait jusqu'à 22 heures. Elle était très bien dans un très bon hôtel, elle s'était mangée tous les 3 heures, parfait. Et puis même si on nous explique exactement tout ce qu'il faut faire, c'est un peu comme des parents au bout de 3-4 jours qui rentrent chez soi avec son enfant, quoi. Donc là on arrive, comment on s'occupe d'un bébé? Qu'est-ce qu'elle mange ta fille? Tiens, on nous a donné des petites dosettes. Heureusement, ils étaient prévenus, ils nous avaient donné un sac de petites dosettes. Donc on a vécu comme ça sur les premiers temps, les 48 heures premières.
avec nos petites dosettes. Mais voilà, ah oui, c'est toutes les 3 heures, c'est vrai. Ah oui, mais maintenant, il faut plus faire toutes les 3 heures. Maintenant, c'est à son rythme du bébé. Et donc, on arrive là, et qu'est-ce qu'on fait? Ah ben là, il faut peut-être la changer. Il faut tout qu'on se remette en tête. Et c'est vrai que c'est une découverte, c'est une renaissance de notre enfant. Et maintenant, on redevient des parents à plein temps où elle pleure la nuit. Ah oui, quelle découverte! Quelle découverte, un bébé qui pleure la nuit. Et on est seul à y faire face. Ben voilà. Chérie, vas-y, c'est toi. C'est ça, Émilie Leroy. L'enjeu, le retour à la maison, ça ne doit pas être simple non plus pour ces parents-là. C'est un petit peu effectivement une deuxième naissance. Alors, il y a des aides à la transition et souvent l'hospitalisation à domicile ou le passage d'une puéricultrice à domicile, ça peut fluidifier justement ce passage. Si ça fait du bien à tout le monde, parce qu'on dit souvent, ça fait pas forcément pour le bébé, c'est pour la maman, mais pour le maman, c'est aussi pour le bébé, et puis pour le papa, ce sera bien aussi, parce que ça rassurera qu'il y ait une pesée, qu'il y ait des choses aussi qui continuent. On doit qui avoir continuent. peur, en fait, d'un seul coup, de ne plus avoir le milieu hospitalier autour de soi. Oui, il y a une peur, à la fois il y a aussi des bénéfices, parce que on a aussi son enfant pour soi, donc c'est un peu teinté d'ambivalence comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois on se sent seul, mais en même temps on est content aussi de voir qu'on fait face seul et qu'on arrive à répondre aux besoins de son bébé seul. Et c'est comme ça qu'on consolide sa parentalité. On est très content, mais on est sans repère en fait. Oui. On perd tous les repères qu'on avait, il n'y a plus le scope pour savoir comment ça va, il n'y a plus toutes les machines qu'il pouvait y avoir. On parlait tout à l'heure, c'était pas forcément bénéfique, mais c'est vrai qu'on s'y raccroche très vite, parce que c'est des indicateurs de savoir comment va son enfant. Quand on arrive à la maison, il n'y a plus tout ça. Donc effectivement, nous, il y a la PMI qui est venue au bout de 3 jours. Il y a la pédiatre qui nous a vu arriver 2 fois dans les 2 premières semaines avec Clément sous le bras en disant « il va pas », mais si, il va très bien. Voilà, il y a une association qu'on a appelée aussi. Alors justement, aujourd'hui, Clément a 6 ans, il va très bien. Et puis vous êtes engagé dans l'association SOS Préma qu'on connaît bien au maternel. Et d'ailleurs, elle vient d'éditer un guide spécialement conçu pour les papas de bébés prématurés. Voilà. Pourquoi ce guide, Vincent? C'est un guide qui va sortir bientôt, qui est un guide de conseil pour les pères, en fait, pour leur dire qu'eux aussi ont le droit de craquer au début, qu'eux aussi ont le droit d'avoir peur, qu'eux aussi peuvent ressentir de la culpabilité. Tout ce qu'on se dit aujourd'hui, être là aujourd'hui, c'est aussi trouver l'intérêt de se livrer, voilà, pour les pères. Et, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance vraiment à se renfermer sur nous-mêmes, on a tendance à mettre des choses de côté, on a tendance à vouloir prendre un rôle qui n'est pas le nôtre. Et ce guide, c'est aussi pour nous guider et nous dire, voilà, on est père, être père de prématuré, c'est compliqué, mais ça se fait, et ça se fait bien. Et on peut aider cette association SOS Préma? Alors on peut aider l'association SOS Préma en allant sur notre site internet, www.sospréma.com. Vous pouvez alors soit faire des dons pour l'association pour nous aider à mener plein de projets à travers la France. Il y a beaucoup de 350 bénévoles, il y a beaucoup d'antennes. Aujourd'hui en France, voilà, faut aussi nous filer un petit coup de pouce pour pouvoir aider les familles qui ont besoin d'aide dans ces cas-là. Et on met le site évidemment sur le site, sur notre site à nous, des maternelles. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Merci Émilie Leroy, merci à Jeanne Ray d'avoir travaillé